Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au forum du Studio Kalangu que vous recevez à travers les ondes de nos radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le thème du forum s'articule autour de comment renforcer la confiance entre forces de défense et de sécurité et population civile dans un contexte d'insécurité tout en respectant la protection et la promotion des droits humains. La question du respect des droits humains fait couler beaucoup d'encre dans le monde. L'Afrique subsaharienne fait face à l'insécurité avec l'implantation des groupes armés non étatiques. Face à cette multiplication des violences au Niger, dans certaines parties du pays, les services de l'État sont fragilisés ou absents. L'accès à l'éducation, la santé, l'alimentation et bien d'autres domaines n'est pas facile pour les populations qui sont souvent obligées de se déplacer. Et cette situation renvoie à la question des droits humains. Alors, quel est aujourd'hui l'état des lieux de la sécurité au Niger? Comment se portent les droits des populations dans les zones de conflit au Niger? Quelle analyse faites-vous des relations entre forces de défense et de sécurité et les populations dans un contexte d'insécurité? Est-ce que les droits humains sont respectés pour et par les populations eux-mêmes? Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nos invités vont tenter d'apporter des réponses. Nous avons dans ce studio M. Arimi Abba, journaliste à Alternative Espace Citoyen, et en compagnie de M. Hamadou Ali Boubakar, responsable département démocratie et bonne gouvernance dans le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Je suis Rafika Taher pour la présentation. Depuis 2015, les attaques des groupes armés non étatiques se sont multipliées au Niger avec des exactions sur les populations civiles, sur l'armée et les installations de l'État dans les régions de Tillabéri, Tawa, Difa et Maradi, faisant de multiples victimes, des morts, des enlèvements, des extorsions régulières, en particulier les éleveurs nomades qui sont sommés de payer un impôt, la zakat, des écoles incendiées et des infrastructures pillées ou détruites, etc. Nous allons commencer par vous, Monsieur Arimi. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de la sécurité au Niger? Mais écoutez, vous les avez déjà cité les points chauds, je dirais. Vous avez parlé de Difa, Maradi, Tawa, Tillabéri. C'est les zones qui sont concernées par vraiment l'insécurité. Aujourd'hui, on sait qu'à Tillabéri, vraiment, c'est plus chaud qu'ailleurs et à Maradi aussi. En tout cas, ces derniers temps, surtout avec les enlèvements, les attaques des villages, et, des enfants, des femmes qui sont enlevés. Mais c'est un peu plus calme ces derniers temps. C'était étonnant déjà avec le retour des eaux de la Komadougou qui est toutes ces attaques et tout, mais apparemment ça semble baisser. Et donc c'est une très bonne chose. Tillabéri aussi, on peut dire ces derniers temps vraiment que c'est relativement calme sur le territoire national. Maradi, ça se poursuit et ça c'est surtout des actes de banditisme parce que jusque-là, il n'y a en réalité pas de groupes armés qui se réclament, mais c'est des groupes qui font des rapts, qui enlèvent des enfants moyennant rançon, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Tawa et Tillabéri, c'est généralement les attaques en provenance des pays voisins, notamment le Mali, ou la zone des trois frontières, comme on dit, quoi. Donc voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Mais toujours est-il dit que notre pays vraiment est tiraillé de toutes parts vraiment par rapport à cette insécurité-là. D'accord, Monsieur Arimi. Monsieur Hamadou, dites-nous quel est le rôle du REPAD dans la sécurité de la population civile? Merci. Le rôle du REPAD par rapport à la gestion de la sécurité, au REPAD, c'est que nous faisons depuis un bon moment. Nous luttons contre l'insécurité à travers des actions, et notamment les sensibilisations des populations, mais également les activités civilo-militaires que nous faisons avec les forces de défense et de sécurité, et conjointement avec les populations, pour vraiment rétablir la confiance entre les deux acteurs afin de lutter notamment contre l'insécurité. D'accord. Oui.
Comment se portent les droits des populations dans les zones de conflit? Oui, les droits de la population, je commencerai d'abord par un chiffre du PDS, et le PDS 2007-2021 qui indique le degré du respect des droits humains au Niger à 31,50%. Et vu ce chiffre, vous allez comprendre que le respect des droits humains dans ces zones de conflit est mis à mal. Mais également, ces droits sont mis à mal par les forces de défense et de sécurité. Et malheureusement, on va le dire, beaucoup d'allégations sont faites à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur Arimi, comment s'explique la question de la sécurité et celle des droits humains au Sahel, notamment au Niger? Conflit rime nécessairement avec absence de droit. Et maintenant, quand il y a violation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a attenté à ce droit-là. Et c'est celui qui est le plus fort. Généralement, c'est les forces de défense et de sécurité qui sont pointées, mais surtout les groupes armés aussi. Les groupes armés, surtout en 2015, 2016, 2017, c'était très grave, notamment à Difa, où des villages sont brûlés, des écoles sont fermées, des filles et des femmes sont enlevées de force, mariées, parfois, comme on dit, entre guillemets, vendues. Donc voilà. Et ça se poursuit malheureusement. Le cas des 39 femmes et enfants de DIFA qui ont été enlevés, qui ne sont plus jamais de retour, c'est le cas. Au niveau international, c'est le cas des filles du Nigeria qui ont été enlevées, plus de 200 filles, et dont en réalité on n'a pas connaissance, une maîtrise du nombre qui a été retrouvé et ramené en famille. C'est la même chose, c'est-à-dire si on doit faire le point de ces incursions et des populations qui sont vraiment en perte, qui sont au désarroi et qui n'ont plus droit à quoi que ce soit avant de venir être accueillis reprendre avec le droit. En réalité, c'est le cas de la région de Maradi, où une nuit, un village peut être attaqué et tous les biens enlevés, des femmes enlevées, des enfants toujours enlevés. Et donc, vraiment, c'est cela aussi, l'absence de droit. Quelles sont les causes profondes justement de cette violence qui sévit au Niger et comment les traiter? Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de conflits qui sévissent au Niger. Au sud-est, on sait que c'est avec notamment le groupe armé Boko Haram, n'est-ce pas, qui attaque et qui, à ce début, a fait montre d'une violence extraordinaire. On sait que par rapport à ça, il y a un peu de recul. C'est le même comportement à l'ouest du pays, notamment dans la région de Telabéri et un peu à Tawa aussi. Et c'est un peu différent à Maradi. Donc, est-ce que on peut dire que voilà les raisons exactement qui poussent? Non, on sait que c'est généralement des groupes de jeunes, n'est-ce pas? Les gens, et on a une population relativement jeune. En fait, on a beaucoup attiré l'attention, notamment de nos États, que c'est des populations, au Sahel en général, nos populations sont très jeunes. Au Niger, on parle de 60%, autour de 60% de moins de 15 ans, 65% au moins de 25 ans. Et donc, si cette population n'est pas encadrée, généralement, c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui, à la recherche de solutions, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de leur donner raison, mais ce qui peut pousser quelqu'un à aller prendre les armes contre son propre pays, c'est le manque de travail, c'est la frustration, c'est l'injustice et ça. Maintenant, on ne dit pas que les gens ont raison d'aller le faire parce que souvent, ce n'est pas des ressortissants d'un même pays qui le font. Et donc, vraiment, les gens, comme il y a la circulation des armes, les armes qui sont disponibles. Voilà ce qu'on peut dire, mais les raisons sont multiples. Écoutez, là, on a essayé depuis le début la solution militaire. Je ne pense pas que ça peut suffire. Il faut se parler.
qu'on le veuille ou non, malheureusement, en majorité, les jeunes qui sont utilisés pour faire ce sale boulot, c'est vraiment nos enfants, c'est nos frères, c'est les enfants de la sous-région. Et donc, il faut créer les conditions de les démobiliser. Et il faut vraiment faire la promotion de la jeunesse, faire la promotion de ce qui les intéresse, notamment le travail, n'est-ce pas? Il faut investir dans l'éducation, parce que quand il n'y a pas, c'est facile de faire dérailler, de faire dérouter quelqu'un qui n'a pas d'instruction aussi. Donc c'est c'est très profond et c'est déjà là. Et donc j'espère que nos dirigeants ne vont pas perdre de vue le fait que oui, la solution militaire pour protéger immédiatement, mais à la longue, il faut vraiment beaucoup de solutions plutôt soft, quoi. D'accord. Monsieur Hamadou, selon vous, comment traiter les causes de ces violences? C'est d'abord lutter contre les inégalités sociales. Et la bonne gouvernance est en première ligne. Et il s'agit tout simplement de faire respecter la loi dans toute sa rigueur. Pas de politique de l'Autriche, pas de distinction entre un partisan et un autre qui n'est pas mon partisan. Si la personne s'aimait à violer ou à commettre des infractions, il n'a qu'à subir la loi dans toute sa rigueur. Donc, il ne faut pas créer une certaine frustration au sein de la population. En luttant contre les inégalités sociales, nous avons devant nous des citoyens modèles qui seront en même à contribuer à l'épanouissement de l'État. Parce que quand l'État se donne les moyens de mettre ses citoyens dans les conditions nécessaires et dans les conditions viables, ces citoyens ont le devoir également de faire respecter les lois, de respecter et de faire respecter les lois de la République. Le sentiment de la population aujourd'hui, c'est un sentiment d'abandon. À un certain moment, certains endroits sont quasiment vides de représentation de l'État. Oui, justement. Donc, cela a vraiment créé un sentiment d'abandon. Et ces populations qui ne sont pas assistées par l'État ou bien qui n'ont jamais vu de représentants de l'État sont un main-d'œuvre facile pour ces groupes terroristes. Donc, l'État doit être présent partout où besoin sera. Oui, Donc, vous avez un peu soulevé la question prochaine. Concernant la crise sécuritaire et son impact sur les droits humains, il faut, comme vous venez tout de suite de le dire un tout petit peu, il faut noter que les cartes sécuritaires qui leur sont consacrées réduisent les zones de sécurité. Donc, pour faire face à cette situation, que pensez-vous qu'il doit être fait? Oui, c'est comme j'ai commencé à le dire, c'est vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir être partout dans le pays. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, il y a des portions du territoire où l'État est quasiment absent. Ces populations ont été déguerpies de leurs villages. Je pense aux populations de Bossé, Bangou et autres. Le risque, c'est de voir encore ces personnes retourner et être enrôlées par ces groupes terroristes. Donc l'État doit s'assumer, l'État doit mettre les moyens. L'État ne peut en aucun cas invoquer le manque de moyens pour dire que je ne peux pas satisfaire à un droit de mes citoyens. L'État doit se donner les moyens, l'État a les moyens et il a les mécanismes pour s'asseoir un peu partout dans ces zones d'insécurité. D'accord. Monsieur Arimi, vous êtes à Alternative Espace Citoyen, donc défenseur aussi des droits humains. Que pensez-vous qui doit être fait concernant ces zones de sécurité réduites? Écoutez, à Difa, par exemple, là, l'État avait opté pour faire revenir les populations. Beaucoup sont allés, même si d'autres, une grande majorité, est encore autour de Difa et des grandes villes de la zone et autour de la nationale numéro 1. Vous savez, au début du conflit, les îles du lac Tchad particulièrement ont été carrément vidées et l'État qui a fait déguerpir la population pour que l'armée intervienne. Et ce qui fait que
Aujourd'hui, ces îles sont vraiment l'apanage des groupes armés. Et tant que ils n'ont pas été vraiment éradiqués, entre guillemets, il est impossible pour la population. Vous souvenez, il y a 2 semaines, il y a eu des pêcheurs qui ont été tués, des agriculteurs qui ont été tués. Donc voilà ce qui règne vraiment dans ces zones-là. Et les populations de ces zones, bon, notamment, particulièrement, sont du côté nigérien, dans la ville de Difa, dans la ville de Ningimi un peu, mais aussi sur le Goudron, à côté de la route principale, et un peu encore vers Maïné, et d'autres, bon, sont dans les grandes villes du Nigeria, certainement vers Maïdougouri et autres. Il y a une zone, je dirais vraiment karma vide des autorités du Nigeria et qui est malheureusement très frontalière avec le Niger. C'est la zone entre Damasak et Malfatri, n'est-ce pas, long de 150 km, où il n'y a aucun autre village encore. Donc dès qu'on traverse la Komadougou, c'est vide d'autorité vraiment légale. Et ça, voilà. Que faire en général dans toutes les régions qui sont concernées par le manque de zones de sécurité? Écoutez, il n'y a que les FDS, les forces de défense de sécurité, c'est-à-dire les forces multinationales, les forces nationales, donc nos FDS, les FDS du Nigeria, qui peuvent vraiment d'abord occuper avant de faire revenir la population. C'est une bonne idée de faire venir la population parce que tant que la zone n'est pas habitée, bon, ça donne la nature à horreur du vide et ceux qui sont intéressés vont venir l'occuper. Mais il n'est pas question aussi de jeter la population en pâture, faire revenir s'il n'y a pas de protection. Là, l'État du Niger a essayé quelque chose dans la région de Difa, c'est notamment de faire venir, de recruter des enfants du terroir. Et donc, c'est fait pour certaines localités et le résultat, semble-t-il, est probant. Est-ce que c'est ça qu'il faut poursuivre? Mais c'est d'abord à la force nationale, les fans particulièrement, bon, d'occuper ces espaces-là et de faire venir la population. C'est toujours bon quand la population... Parce que c'est une double ou triple charge quand la population est en déplacement. D'abord, leur zone, donc ils ne peuvent plus exploiter leurs champs, ils ne peuvent plus exploiter leurs jardins, ils ne peuvent plus pratiquer leurs activités traditionnelles, la pêche, l'agriculture, l'élevage. Ça, c'est un. Deux, ils viennent, ils constituent aussi une charge et pour l'État et pour la population locale parce que le peu de ressources dans les zones contiguës aux villages, aux grandes villes qu'il faut exploiter et avec une surcharge de population. Et les enfants n'iront pas à l'école. Or, quand les gens sont chez eux, leurs écoles sont là, leurs infrastructures sanitaires sont là. Donc c'est plein de choses à faire dans ces zones, mais vraiment il faut d'abord s'assurer de la sécurité dans ces villages avant de faire revenir les populations. D'accord. Je continue toujours avec vous, M. Arimi. Vous l'avez évoqué au tout début, les attaques de plus en plus meurtrières contre les positions des forces armées nigériennes FAN, en guise d'exemple celle d'Inates en décembre 2019, de Chinagoder en janvier 2020 et celle contre le camp de la garde nationale nigérienne à Ayoru en mars 2020. Quelles sont les conséquences de ces conflits dans les zones sur le plan social? Moi, à mon sens, c'est vraiment le plus grave, c'est que la population est réduite à ne rien faire ou à se retrouver autour des grandes villes, n'est-ce pas, ou dans les grandes villes. Ils deviennent du jour au lendemain, parfois dans leur propre pays, des cas sociaux, tout simplement. Pour avoir vu des personnes parfois proches vraiment dans cette situation-là, je sais que ça enlève beaucoup de choses à l'être humain que de se retrouver dans une situation de déplacé ou de réfugié. Parce que des gens fiers, qui n'ont jamais tendu la main et qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation de nécessité, il faut qu'on vienne vous partager les graines, il faut qu'on vienne vous donner la simple moustiquaire. Bon, c'est compliqué, sincèrement. Et c'est à cela qu'on assiste.
Malheureusement, quand on est déplacé ou réfugié, on a même très peu de possibilités d'exercer d'activités socio-économiques pour pouvoir se prendre en charge. Et donc, c'est vraiment des cas sociaux concrets, c'est des nécessités concrètes. Et ce n'est pas toujours que l'État a les moyens de faire face, malheureusement. Et même les ONG internationales et locales, ce n'est pas toujours qu'ils ont les moyens de faire face à ces besoins. Et donc, vraiment, l'insécurité, ce que ça crée, c'est vraiment... vraiment contre l'équilibre social en réalité. Voilà. Monsieur Hamadou, à quel moment intervenez-vous pour garantir et promouvoir le droit humain? D'accord. Et nos interventions, nous les faisons d'abord dans les zones d'insécurité. À quel moment? À quel moment c'est au moment où nous sentons le besoin dans ces populations. Par exemple, des populations qui vivent dans ces zones d'insécurité, et comme il l'avait soulevé, sont dispensées de toute activité humaine. Parce que par peur de se déplacer, ils n'arrivent même pas à fournir le maximum d'efforts pour travailler et subvenir à leurs besoins. Donc là, la solution, c'est d'aller vers ces populations, les apporter l'appui nécessaire à travers des actions de développement. Mais c'est quoi une violation massive des droits humains? Une violation massive des droits humains s'entend par des tueries d'abord d'une très grande importance. Que ce soit la tuerie d'une seule personne ou bien la tuerie en masse. Ça, c'est une violation massive. Parce que tant que la vie se voit mise à mal, tant que l'atteinte à la vie est faite, on parle forcément de violation massive. À cela, aux violations de la vie, s'ajoutent également les viols. Et nous avons les viols des femmes, par exemple, celles commises dans la localité de Tera. Et nous avons également les violations commises par les forces étrangères, par exemple à Tera. Et nous avons également des enlèvements faits par les groupes terroristes. Nous avons également malheureusement des enlèvements faits par nos FDS qui restent sans suite. Donc tout cela rentre dans le cadre de violations massives des droits de l'homme. D'accord. Les GAN s'en prennent également aux chefs traditionnels et religieux qui ont fait l'objet d'enlèvements et d'assassinats ciblés depuis mi-2019. Quel impact ces tueries peuvent avoir dans les communautés et quelle est votre intervention afin que cela cesse, M. Arimi? Écoutez, les chefs, c'est des symboles. C'est l'autorité traditionnelle autour desquelles vraiment les populations se retrouvent, n'est-ce pas? Depuis des générations, depuis parfois des siècles, n'est-ce pas? Les membres des familles de ces chefs-là ont dirigé souvent avec un savoir-faire ces populations. S'en prendre à eux, c'est vraiment s'en prendre au pouvoir, s'en prendre vraiment à toute la communauté. Et du point de vue symbolique, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, individuellement pris, souvent, ces GAN reprochent aussi une collaboration avec les forces loyalistes, n'est-ce pas, à ces chefs-là, ou une certaine résistance. Ce qui est normal quand vous avez à gérer une population, quand vous êtes le représentant d'une population, vous ne pouvez que défendre ses intérêts. Donc malheureusement, quand ils ne collaborent pas, avec les GAN s'en prennent à eux. Et malheureusement aussi, c'est des gens qui sont pratiquement sans défense. N'est-ce pas? Et la population est sur le point de quitter. Et déjà, tout le monde a peur. Et donc, c'est facile de venir s'en prendre à un chef, de l'enlever, de le tuer. Et voilà ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un tournant au plan social important qui mérite d'être analysé vraiment par des chercheurs, par des scientifiques. Pourquoi vraiment les chefs traditionnels sont des cibles privilégiées, il faut vraiment le savoir. Une autre question, que pensez-vous du travail des FDS? Écoutez, on est dans une zone où on voit ce qui se passe ailleurs.
On voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina Faso à côté, au Nigeria. Écoutez, il faut dire que de tout temps, nos forces de défense et de sécurité ont été parmi les meilleures, n'est-ce pas? Et là, tant bien que mal, on peut dire qu'ils ont préservé l'intégrité de notre territoire, ce qui est vraiment de leur ressort. C'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens encore qu'il faut. Et donc, il faut bien gérer les ressources du pays pour qu'eux n'en manquent pas, parce qu'ils sacrifient leur vie. Or, ils sont comme tout le monde, ils ont des enfants, ils ont des parents, c'est nos parents tous. Et donc, vraiment, ils sont à saluer. Il faut reconnaître que sont kallo, quoi, comme on dit en Hausa, vraiment. D'accord. Monsieur Ahmadou, avez-vous rencontré des difficultés dans l'exercice de vos fonctions sur le terrain? Oui, difficulté, ça ne manque pas. Dès lors qu'on parle de zones d'insécurité, donc nécessairement, il y aura beaucoup de difficultés, notamment le déplacement. Et parfois, il nous serait difficile de nous déplacer. Et nous faisons les actions à travers des personnes interposées. En fait, je vais reformuler la question. D'accord. En fait, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés pour faire respecter les droits humains sur le terrain? Ah, d'accord. Oui. Pour faire respecter les droits humains sur le terrain, et probablement les difficultés, nous avons beaucoup rencontré ces difficultés, et notamment parfois le manque de collaboration des populations. Et ces populations, parfois, nous disent que le fait même de rester avec des personnes, des humanitaires ou bien des FDS, d'être en contact avec ces personnes, les met vraiment dans le champ de vision des groupes armés terroristes. Pourquoi pense-t-il cela? C'est le cas. Quand une personne, une personne qui est dans une zone d'insécurité est en contact avec ces personnes, et le soir, après le retour de ces personnes, il sera menacé. Cette personne serait menacée comme quoi je t'ai vu en contact avec telle personne, de qui s'agit-il? Donc là, c'est la peur qui amène ces personnes à ne pas collaborer dans la recherche des solutions. Ils ont peur des représailles de ces personnes. Ces gangs sont avec eux. C'est leurs propres enfants. Et parfois, ce sont des personnes qui vivent autour d'eux. Donc, ils les contrôlent à tout bout de champ. Donc, ils contrôlent leurs actions, ils contrôlent leur communication avec les autres personnes. Et donc, et comment vous faites quand même pour arriver à leur faire comprendre la situation? Oui, la situation, nous le faisons à travers notamment la collaboration que nous faites avec les collectivités territoriales, notamment les conseillers et également les chefs communautaires. À travers ces personnes, nous communiquons avec les populations. Parce que pour pouvoir être en contact avec ces personnes, nous prenons attache avec elles au niveau des collectivités territoriales, mais également au niveau des chefs religieux ou bien des chefs communautaires. Et ça peut réduire la vision de ces gangs sur ces personnes. Parce que quand la personne part chez le chef, même si on le voit, on dit qu'il est parti peut-être régler un problème social. Ou bien s'il part dans une collectivité, c'est pour régler ces questions, ces besoins fondamentaux. Donc là, ça va être le point de contact avec ces populations et les amener à comprendre l'importance de fournir des informations et pour lutter contre le terrorisme. Quelle analyse faites-vous des relations entre forces de défense et de sécurité et les populations dans un contexte d'insécurité? Oui, l'analyse faite, c'est que dans un contexte d'insécurité, il y a une distanciation entre ces deux acteurs. Les FDS, parfois, se résignent à collaborer avec ces populations parce que tout simplement, ces FDS pensent que ce sont ces mêmes populations qui viennent parfois les attaquer ou bien qui fournissent des informations à ces groupes terroristes. Et de l'autre côté, les populations, elles également, ne veulent pas collaborer, comme je l'avais dit, et ils vont penser que les FDS ne sont pas permanemment là pour les protéger. Et comment éviter cette distanciation? Oui, c'est toujours de continuer cette sensibilisation
et la continuer jusqu'à ce que les populations comprennent et vraiment s'amènent à collaborer. Nous le faisons à travers des activités civilo-militaires. Nous organisons des débats à travers les observatoires de veille citoyenne que nous avons mis en place dans 8 communes de ces zones de conflit. Nous amenons, parce que ces observatoires sont représentatifs, nous avons les FDS dans ces observatoires, des élus locaux, nous avons également des chefs traditionnels dans ces observatoires qui vont essayer de sensibiliser la population et les amener à comprendre leur partition et dans la lutte contre l'insécurité. D'accord. Monsieur Arimi, à la date d'aujourd'hui, comment trouvez-vous la situation des droits humains? Est-ce qu'il y a des avancées et quelles sont les limites? Non, c'est sûr qu'il y a des avancées. Vous savez, c'était nouveau en 2015 encore, 2016 on peut considérer, mais au fur et à mesure, justement grâce aux actions des associations, des ONG internationales, grâce aux actions de l'État aussi, on a appris aussi, tout le monde en a appris. Les FDS ont appris, la population aussi a appris et même nous, les acteurs de la société civile aussi avons appris non seulement à analyser pas comme avant, mais aussi de nous outiller pour vraiment mieux sensibiliser la population, mieux sensibiliser les FDS et même les autres représentants de l'État. Avant, les exactions, pratiquement, c'était tous les jours. Tous ceux qui violaient les droits ne les faisaient pas certainement de gaieté de cœur, mais ne pas savoir que dans un conflit, il y a toujours les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui se tirent dessus, entre guillemets, les FDS, les GAN, mais aussi il y a les civils qui, eux, ne font pas partie du conflit et qui s'en prend aux civils, n'est-ce pas, pour quelque raison que ce soit du côté des FDS ou des GAN, bon, contribue à la violation des droits humains. Et donc aujourd'hui, les gens ont appris. Et malheureusement, c'est aussi ça les leçons à tirer de ces conflits-là. En matière de respect des droits, on a appris. C'est sûr que ça continue. Les violations, ça va encore continuer, mais ça sera moindre certainement au fur et à mesure, tant que les défenseurs des droits humains sont là, ils veillent, et je crois que ça ira de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a des stratégies mises en œuvre pour la protection de ces droits humains? Ah si, il faut saluer les organisations de la société civile qui sont très actives et qui veillent. Les gens ne dorment pas, c'est-à-dire de la même manière que les GAN ont leurs informateurs, les forces de défense et de sécurité ont leurs informateurs. Aussi, souvent les organisations de la société civile, il ne faut pas se les cacher, ont aussi leurs points focaux qui leur rendent au jour le jour des situations qui arrivent dans les villages, les moindres villages les plus reculés de ce pays. C'est important et c'est pourquoi quand il y a des dénonciations, souvent c'est preuve à l'appui. Donc vraiment, chacun fait son travail et je crois que ce respect des droits qui va de mieux en mieux et l'œuvre vraiment des organisations de protection des droits humains, justement. D'accord. La même question pour vous, monsieur Hamadou. Des stratégies mises en œuvre pour la protection des droits humains. Oui, effectivement, il faut des stratégies pour vraiment protéger ces droits humains dans ces zones de conflit. Les stratégies se font en collaboration avec l'État, parce que les déplacements, parfois, il faut les coordonner, non seulement à travers des escortes, il faut également associer ces communautés pour faire face à l'insécurité. Parce que avant tout, ce sont ces communautés qui sont confrontées et ce sont ces communautés qui savent réellement qui sont ces personnes qui les menacent à tout bout de champ. Et comme je l'avais annoncé, parfois il se trouverait que ce sont ces mêmes personnes qui sont infiltrées dans ces villages et qui donnent des informations à ces groupes terroristes ou bien font partie même de ces groupes terroristes. Donc la stratégie voudrait à ce qu'on associe les communautés dans la recherche des solutions. Et la solution ne va pas venir d'ailleurs. Comme on le pensait que les forces étrangères sont là pour protéger nos populations, ce n'est nullement pas le cas. Il faut donner
vraiment le tonus à nos forces de défense et de sécurité, leur fournir les moyens nécessaires pour faire face à l'insécurité. Nos forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit M. Harry, ce sont des forces qui sont incontournables et qui font un travail sérieux dans leur intervention. Donc, les doter des moyens serait la meilleure solution et non apporter des forces étrangères sectaires pour intervenir et faire face. L'autre stratégie, c'est également la lutte contre les inégalités sociales, comme on l'avait dit. C'est de vraiment donner à la population, à satisfaire à ces populations leurs besoins fondamentaux. La nourriture, l'éducation, la santé. Ça, c'est le besoin primordial. Donc, il faut assurer à ces populations ces fondamentaux. Donc, à cela, si c'est fait, on peut songer à des stratégies. Parce que si la personne est exposée, si la personne ne se sent pas attachée à un État, il serait à même d'être facile à être enrôlé par ces groupes terroristes. D'accord. Avant les appels que vous aurez à lancer, comment faire pour protéger et promouvoir les droits humains pour contribuer à la stabilisation des communes en zone d'insécurité? Et comment faire? C'est la mutualisation des forces. La mutualisation des forces. Pour favoriser surtout la confiance entre les FDS et les populations. Oui, pour favoriser la confiance entre les FDS et les populations, nous avons à notre niveau déjà commencé ce genre d'activités. Comme je l'avais dit, c'est d'organiser des activités civilo-militaires, des matchs de cohésion, des débats et vraiment des forums qui vont associer ces deux acteurs et leur permettre d'échanger entre eux et trouver des solutions pour faire face à l'insécurité et encore créer la confiance entre ces populations et ces FDS. Et c'est ça un peu ce qu'il faut faire. Parce que les FDS, il faut peut-être dégager cet esprit que nous avons de dire que nos FDS parfois ne prennent pas en compte, ne font pas de distinction parfois entre les combattants et les civils. Et aussi, de l'autre côté, la peur de représailles de ces populations, ils font l'enlever par des actions de sensibilisation et la mise en confiance de ces populations. Les assurer une confiance qui va leur permettre de collaborer avec les FDS. C'est en cela qu'on peut aboutir à la lutte contre l'insécurité. Et selon vous, M. Arimi, comment promouvoir, protéger les droits humains et consolider la confiance entre FDS et population? Écoutez, ce qu'il y a lieu, c'est qu'il faut vraiment que les FDS professionnalisent davantage les renseignements. Parce que c'est comme il a eu à le dire, une collaboration ouverte entre les FDS et la population. Parce que normalement, la population n'est pas partie prenante au conflit. Ça l'expose tout simplement aux représailles d'ailleurs de l'une ou de l'autre partie. Parce que si jamais les GAN, dont des membres sont souvent au sein de la population, se rendent compte que quelqu'un collabore au sein de la population pour donner des renseignements aux forces de défense et de sécurité, pour lui, ça n'est fini. Et donc, vraiment, c'est d'épargner au maximum la population, d'avoir un renseignement vraiment professionnel qui puisse prendre en compte la situation, c'est de s'adapter. On sait que ce n'est pas une guerre ordinaire, mais il faut aussi créer les conditions, je crois que de s'adapter, d'avoir les renseignements par d'autres moyens peut-être, et d'épargner la population parce que qui peut être exposée et des membres peuvent être obligés de choisir ou d'être avec les GAN ou d'être avec les FDS. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment au niveau des renseignements qu'il faut faire un travail pour épargner la population pour qu'elle ne soit pas partie prenante au conflit. Et comme ça, au fur et à mesure, certainement, ça pourrait amener à savoir qui est qui au sein de cette population-là, quoi. Quel appel lancez-vous en général sur tout ce qu'on vient de se dire, M. Arimi? Écoute, c'est que ces conflits-là finissent, n'est-ce pas? Nous n'en avons pas besoin. Les ennemis de nos pays, les ennemis de nos peuples ne sont pas en notre sein, ils sont ailleurs.
on a des territoires assez riches, n'est-ce pas, qui peuvent se prendre entièrement en charge et où chacun peut vivre en toute liberté. Et vraiment, je pense que et les forces de défense et de sécurité, bon, eux ne font que défendre la population, mais nos frères et sœurs qui ont pris les armes, n'est-ce pas, qu'ils aient confiance à cette population-là, que les gens sachent qu'il y a d'autres moyens encore de pousser nos dirigeants, n'est-ce pas, à mieux gérer, à respecter les droits humains, à respecter l'équité, l'égalité entre vraiment les fils d'un même pays. Parce que c'est comme il l'a dit, qu'est-ce qui pousse généralement les gens à aller vraiment prendre les armes? C'est l'insécurité, c'est l'injustice, c'est l'envie de protection, c'est vraiment... en plus, il y a un minimum qui n'est pas garanti. Les gens n'ont pas droit à la santé, à l'instruction, à ceci, à cela. Et donc, vraiment, il y a des moyens encore pour pousser nos populations, nos dirigeants à respecter ces droits-là, que de se tirer tout le temps là-dessus. Les ennemis, nos véritables ennemis de nos populations, de nos peuples, ne sont pas entre nous-mêmes. Il faut voir ailleurs, quoi. Suivez mon regard. D'accord, monsieur Hamadou, quel appel avez-vous à lancer? Oui, mon appel, c'est vraiment que nous puissions, que le Niger puisse redevenir le Niger d'antan, où la personne pourrait prendre sa route de terrain habilement sans inquiétude. Ça, c'est possible. On peut revenir dans le Niger d'antan. Et l'appel, c'est vraiment à l'endroit principalement de l'État, qui le garant. Comment pensez-vous qu'on peut arriver au Niger d'antan? Oui, c'est ce que je disais. L'appel, c'est à l'endroit de l'État. L'État doit vraiment se donner les moyens de protéger sa population. Parce que le Niger d'antan, c'était quoi? C'est vraiment la sécurité humaine d'abord et la sécurité de l'État. Parce que quand la personne humaine se sent en sécurité, et l'État tout entier est en sécurité. Donc c'est cela, il faut garantir à la personne humaine toute sa sécurité. Et en lui offrant les besoins fondamentaux, mais également en lui assurant la sécurité physique. Donc c'est cela. Et l'appel, c'est aussi à l'endroit des organismes internationaux. Dans leur intervention, ils n'ont qu'à tenir compte de nos besoins réels, nos besoins qui nous est cher. Donc, c'est satisfaire à ces besoins et pas venir avec un calendrier qu'on va imposer à une organisation pour lui dire voilà ton champ d'action et ça se limite à ça. Donc, il faut tenir compte des réalités vraiment locales. C'est à cela qu'on peut venir à la satisfaction des besoins fondamentaux, mais également à la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Nombreux sont les civils au Niger qui vivent quotidiennement sous menace sécuritaire. Selon nos invités, il est l'heure de passer à la bonne gouvernance, à l'action pour mieux prendre en compte leurs droits, leur présence, leurs perspectives et répondre à leurs besoins. Ils pensent aussi que les causes profondes de la violence multiforme qui sévit au Niger doivent être traitées de manière inclusive. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de M. Arimi Abba, journaliste à Alternative Espace Citoyen, en compagnie de M. Hamadou Ali Boubakar, responsable département démocratie et bonne gouvernance dans le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Je suis Rafika Attaher à la présentation, à la technique Amina Hassan et à la régie vidéo Mustafa Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour notre thème du forum du studio Kalangu. Excellente soirée à tous. Au revoir.